Bonjour à tous et bienvenue à cette 7e activité, la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Merci à tous ceux qui sont avec nous ce midi. On ne voit pas nécessairement votre petite vignette à l'écran, mais on vous voit dans le clavardage. D'ailleurs, je vous invite, quand vous nous écrivez, de vous assurer que vous vous adressez à tout le monde. Vous avez l'option en bleu dans le clavardage. Donc, pour s'assurer que ce soit super dynamique. J'imagine que vous vous joignez à nous avec votre dîner ou peut-être, qui sait, avec votre souper. On a des panélistes et des participants qui viennent de l'Europe. Donc, à vous, je vous souhaite un bon début de soirée. On se retrouve ce midi pour le panel de discussion Communauté d'apprentissage et de pratique regards croisés entre le Québec et la Belgique. Panel qui sera animé par Julie Belland, qui est responsable de l'équipe des communautés de Fadio. Bonjour Julie, comment tu vas? Bonjour Sarah, je vais très très bien. C'est une belle, belle journée ici, tout en soleil, puis tout en soleil dans ma tête parce que j'ai vraiment hâte d'animer ce panel-là. Ça va être vraiment cool. Les communautés, c'est ton petit dada, hein? Mon gros dada, je suis en amour avec les communautés, alors oui, j'ai vraiment, vraiment hâte à cette discussion. Super. En plus, tu as une belle brochette de panélistes qui vont se joindre à toi. Donc, sans plus tarder, justement, je te laisse les présenter et démarrer cette belle discussion. Je vais être de retour avec vous pour la période de questions. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a Julie Bélanger et Marielle Domingue avec nous à la modération, toujours une belle équipe qui est dynamique, et Maxime Laflamme à la régie. Donc, n'hésitez pas tout au long de la discussion à nous laisser vos questions et vos commentaires. On pourra y répondre à la fin de la période de questions. Puis, je vous le rappelle, mais assurez-vous de bien choisir l'option d'écrire à tous dans le clavardage. Donc, Julie, je te souhaite un très bon panel avec toute ta belle équipe. Merci. Alors, ben, je vous présente ma super belle équipe. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux panélistes avec nous qui viennent de la Belgique et aussi deux panélistes du Québec. Et ben, on va faire un petit peu déjà comme on fait dans les communautés pratiques, hein, c'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui beaucoup pour échanger sur nos façons de faire, s'enrichir, s'inspirer les uns des autres. Alors, ça va être vraiment le but là, de notre rencontre de panel aujourd'hui. Puis, je vous parle vraiment tout de suite, je vous présente dans le fond ces quatre superbes porte-paroles qu'on a réunis pour vous parler des communautés de pratique et d'apprentissage. Alors, tout d'abord, de la Belgique, on a Jonathan Ponsard. Alors, Jonathan est un enseignant. Pendant plusieurs années, Jonathan il est enseignant en classe avec des élèves à besoins spécifiques, mais aujourd'hui, il propose une pédagogie alternative pour motiver ses élèves de première à la 6e année. Et aujourd'hui, il est ici avec nous parce qu'il coordonne EduLab, qui est un espace de formation, de partage, d'expérimentation pédagogique et numérique. Et un de leurs moteurs de formation, c'est une communauté apprenante qui s'appelle Pratique technopédagogique. Alors, bonjour Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Ensuite de ça, on a aussi Sabrine Ousni. Alors, Sabrine, qui est la collaboratrice de Jonathan, entre autres au sein de la communauté de pratique technopédagogique. Elle est aussi assistante sous mandat au sein du service d'ingénierie pédagogique et numérique éducatif à l'Université de Mons. Elle a participé au projet Digital Transition for Teaching, qui vise à la création d'un dispositif cadre et d'un parcours de formation continue à destination des enseignants et formateurs souhaitant répondre à la transition numérique de leur métier et développer leurs compétences technopédagogiques. Alors, bienvenue à toi, Sabrine. Bonjour à toutes et à tous. Et on a aussi du Québec avec nous, alors René Bélanger, René qui est conseiller pédagogique au Cégep de Matane depuis 2013. René est aussi membre du comité de mise en œuvre de Fadio, membre du réseau collégial des Reptiques.
René a aussi animé, puis anime encore, plusieurs communautés, autant à distance pour Fadio que localement au Cégep de Matane. Alors, bienvenue René. Merci Julie, bonjour tout le monde. Et finalement, on a Michel Deschaines. Michel, qui est professeur en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est détentrice d'un doctorat en technologie éducative. Puis Michel, elle a mené un projet de recherche au sein de Fadio portant sur la participation et l'agentivité des membres d'une communauté parce que Michel, c'est une grande amoureuse des communautés. Alors, bonjour Michel. Bonjour Julie, bonjour tout le monde, puis un beau bonjour à Marie-Josée. Alors, vous voyez, hein, juste à vous les présenter, on a vraiment un très beau panel, des super panélistes pour vous aujourd'hui. Je pense que pour commencer, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'expliquer un petit peu comment ils fonctionnent, vos communautés. Alors, on a les communautés plus de Fadio, dont on va parler un peu d'un fonctionnement un peu ici à Fadio au Québec, mais on a aussi la communauté la communauté pratique technopédagogique de Belgique. Alors, peut-être, Jonathan, j'aimerais que tu commences en nous expliquant un peu comment fonctionne votre communauté. Alors, c'est avec plaisir qu'on va vous expliquer tout cela. Avec Sabrine, il y a 4 ans, on a lancé une communauté juste pendant le Covid, pour permettre à des enseignants de pouvoir continuer à réseauter et à travailler ensemble. Et donc, on a une communauté qui aujourd'hui, se donne 3 fois par an, lors de 3 cycles, dans lesquels il y a 3 séances, 3 rencontres, 3 rencontres d'1 heure et demie qui se font à distance sur un outil qu'on appelle GetterTown et en soirée, donc de 20 h à 21 h 30. Et l'idée, c'est de vraiment avoir 3 étapes. Une première où on rencontre des experts qui vont venir parler d'une thématique, et 2 autres étapes qui vont permettre à toute la communauté de co-construire ensemble un outil, un livrable autour de l'expertise qui a été développée par l'expert. Donc en gros, voilà un peu comment fonctionne notre communauté. Super intéressant, hein? J'aime beaucoup cette idée de cycle-là, justement, hein, qui est intéressante là, pour un apprentissage, hein? On va dans un cycle d'apprentissage aussi en faisant un cycle comme ça. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Merci, Jonathan. Et René, peux-tu nous parler un petit peu des communautés Fadio? Parce qu'on en a plusieurs, des communautés à Fadio, là, mais en gros, un peu, présente-nous un peu le fonctionnement de ces communautés. Oui, les communautés Fadio, en fait, formation à distance interordre, ça regroupe beaucoup d'établissements répartis dans l'Est du Québec, donc Lévis avec l'UQAR en descendant jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, les premières communautés de pratique, c'est un peu ça, c'était de briser l'isolement, d'échanger ensemble, donc autour d'un thème ou d'un sujet qui nous intéressait. Fait qu'il y a eu au départ des communautés de conseillers pédagogiques, mais à la suite de ça, il s'est greffé des communautés avec services informatiques, des communautés d'enseignants. Puis le fonctionnement, c'était souvent soit une rencontre par mois environ durant la journée. Donc, contrairement à Jonathan et Sabrine, nous autres, c'est en soirée, nous autres, c'est en journée, vraiment durant des heures de travail. Puis, on travaillait autour de sujets communs qui nous préoccupaient, puis on voulait échanger notre expertise comme ça. Donc, c'était tout à distance. Puis, ça nous a permis, là, comme groupe, vraiment d'évoluer à travers ce fonctionnement-là, qui, à l'époque, là, quand on avait commencé en 2015-2016, c'était un peu nouveau. Avec la pandémie, bien évidemment, ça a beaucoup évolué, puis il y en a beaucoup, mais c'est une façon de faire qui est très intéressante pour les établissements, de briser l'isolement, puis d'avancer ensemble, en fait. Effectivement, hein, c'est super intéressant d'avoir différentes communautés, des fois même des communautés qui ont des rencontres communes, hein, fait que on est vraiment dans un réseautage, hein, le mot c'est souvent le mot important là, quand on parle de communauté, c'est-à-dire d'être capable d'échanger, de confronter nos idées, de générer des nouvelles idées aussi. Alors, c'est le plus vraiment des communautés. Euh, Quand on fait des communautés, j'ai envie qu'on commence peut-être par parler dans un premier temps. J'aimerais qu'on échange sur la participation, la motivation de nos participants. Hein, quand on anime une communauté, ce qu'on souhaite, c'est d'abord que les participants viennent à nos rencontres, hein, qu'ils soient motivés à venir, à se présenter aux rencontres, mais aussi à être actifs pendant les rencontres. Alors, moi, j'aimerais en vous entendre. Comment on s'y prend pour motiver nos participants comme ça?
Je prends la main sur la. Ok. Oui, oui, De notre côté, Jonathan, ça tu te va, avec lances. plaisir. De notre côté, bah, il y a plusieurs points qui permettent de motiver les participants. Il y a une grosse dynamique de co-construction dans la communauté. C'est une communauté qui a été construite avec les participants. Donc déjà, ils sont impliqués dans le dynamisme et la manière dont on va procéder. Ils sont impliqués dans le choix des thématiques. Donc ça, c'est quelque chose qui motive beaucoup les participants aussi. Et on les implique aussi en leur donnant un rôle actif au sein de la communauté. Donc, chacun des cycles est organisé par une équipe qui se manifeste et chaque personne va prendre un rôle dans la communauté. Ça peut être un animateur, ça peut être quelqu'un qui va faire de la veille, c'est quelqu'un qui va aussi aller chercher tous les outils qui vont être perçus pendant le cycle de COP, etc. Donc, la motivation, on la trouve aussi dans cette organisation qui est propre à notre COP. Et si je peux compléter peut-être, Jonathan, par rapport à notre communauté de pratique. Donc, ce qu'il y a, c'est que les sujets qu'on traite, en fait, sont centrés sur la pratique quotidienne de nos praticiens. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont rencontrer peut-être une difficulté dans leur pratique et ils vont la mettre en avant et c'est cette thématique qui sera traitée. Cette année, on a eu la chance d'avoir des chouettes thématiques, notamment sur la sobriété numérique, sur les contenus non genrés, etc. C'est vraiment super intéressant. Et alors, toujours par rapport à cette motivation, il y a aussi le fait, je pense, qu'ils n'ont pas trop de crainte de s'exprimer par rapport à leurs difficultés qu'ils rencontrent, car on est dans un espace, on essaye en tout cas de bienveillance, où chacun peut s'exprimer sur ses craintes et essayer d'avancer ensemble. C'est important, hein, cette écoute, hein, je pense, de l'animateur, hein, d'être à l'écoute des besoins, autant pour les sujets qu'on va, des fois, hein, on attrape au vol, même des fois, hein, on écoute nos participants parler, puis à un moment donné, whoop, il y a quelque chose qui ressort, il y a une idée, il y a un sujet, puis on se dit, oh, ça, je pense que c'est une préoccupation, c'est quelque chose, ça pourrait être un beau sujet à apporter. C'est la même chose, hein, je pense, sur probablement que ça a été la même chose pour vous aussi, de voir le moment, la durée des rencontres aussi, hein, où on va être vraiment à l'écoute beaucoup. Hein. Je pense que c'est une façon de rendre les gens motivés à participer et tout ça parce qu'on part d'eux vraiment beaucoup. Je peux continuer, Julie. Ce que je vais nommer ici, c'est des choses que j'ai pu observer durant le projet de recherche dont Julie a parlé tantôt. Puis tout ça, il y avait plusieurs éléments, là, mais tout se regroupait sous l'idée qu'il fallait avoir l'impression que ce qu'on investissait à aller dans ces rencontres-là, ben, on le gagnait au moins autant en retour. Donc, toute l'idée par exemple, avec Fadio, là, les exemples que j'avais, c'était de produire un pratico-pratique. Ben, l'idée, c'est que si j'avais été toute seule, je n'aurais pas pu le faire nécessairement, mais de tirer profit de l'ensemble des gens qui sont là, que l'équipe d'animation va en faire un bout, nous revient, on rétroagit à ce qu'ils ont fait. Donc, c'est toute cette valeur-là, finalement, ajoutée. Puis, je pense que l'idée c'est ça, de repartir avec quelque chose dans son milieu aussi, ça a des retombées concrètes. C'est ce qui permet aussi de passer de l'idée de je me connecte, puis j'attends un peu de voir ce qui se passe, ou je me mets en action, puis je vais participer avec les autres. Donc, toutes les modalités qui vont susciter le fait que, comme dirait une participante, je ne peux pas rester comme une plante verte dans le fond de la salle. Je dois vraiment me mettre en action. Donc, effectivement, Michel, je renchéris là-dessus, l'idée de la participation, puis de ne pas faire la plante verte. Effectivement, comme animateur, ça peut être un rôle aussi qu'on a à jouer de dire, je ne suis pas là pour présenter, on est ensemble, on travaille en communauté, puis en réseautage, donc que les gens peuvent apporter, surtout une communauté de pratique, on partage nos expériences, nos pratiques. Puis la motivation, évidemment, c'est vraiment là qu'on va, autant pour l'animateur que pour les participants, là, c'est vraiment l'enrichissement qu'on a, puis le gain de temps, en fait, parce que les choses comme tu disais, si on le faisait tout seul, bon, ben, c'est long à produire quelque chose, mais en groupe, on va aller chercher de l'expérience, dépendamment des sujets présentés. Sur un sujet qu'on ne connaît pas, souvent, on finissait la rencontre. Même moi, comme animateur, je partais, hey, à telle place, ils font telle chose. Il y a quelqu'un qui l'a expérimenté, puis ça a l'air super. Puis le réseautage qu'on fait entre nous, des fois, on communique avec la personne en question qui a développé une expertise. Fait qu'il y a vraiment un gain. Tous les gens qui participent, je pense que c'est un peu ça, là, de profiter de l'expérience des autres pour enrichir sa propre expérience. Donc ça, c'est
c'est vraiment un ajout par rapport à la motivation. Puis en tant qu'animateur aussi, soit qu'on peut être seul ou à deux, mais on s'enrichit aussi beaucoup là, dans l'expertise avec l'échange d'un peu tout le monde. Des sujets comme on faisait des résolutions de problèmes. Quelqu'un nous amenait un problème, un peu de co-développement. J'ai de la misère dans mes évaluations à distance avec telle chose. Il amène le problème. On travaille en sous-groupe. Les gens amènent des solutions. Fait que c'est sûr que la personne en repart avec beaucoup de gens qui ont contribué à sa solution, mais ça répond à des problèmes que d'autres personnes ont aussi dans leur milieu. Fait que c'est très motivant, en fait. Les gens sont motivés d'aller dans la communauté. Et Effectivement. Oui, vas-y, Jonathan, oui, notre excuse-moi. communauté rejoint aussi ce que René dit. Nous, on peut constater aussi qu'il y a même des amitiés qui se créent au sein des participants. Donc, au-delà du contenu qu'ils vont créer, il y a aussi tout ce côté je vais vers les autres et j'apprends à connaître d'autres personnes. Ce qu'on peut ajouter aussi avec Sabrine, c'est que dans notre COP, on forme les personnes qui vont animer. Et pour rendre ça motivant, on les forme aussi à intégrer des brises-glaces, à intégrer du dynamisme, à essayer d'aller chercher le maximum d'intelligence collective, etc. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va créer de la motivation. Effectivement, hein, on a l'idée de collaboration beaucoup, hein, de travail d'équipe dans la communauté où, bon, à Fadio, on a souvent une petite phrase qu'on répète où on dit que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, hein, qui représente bien, je pense, l'esprit de la communauté où on va s'enrichir les uns des autres. Puis le côté aussi, comme animateur, hein, on n'est pas nécessairement un expert de contenu comme animateur. On est là comme pour favoriser tout ça, hein, pour que les gens puissent communiquer, collaborer ou utiliser des outils, leur donner des rôles. Alors, le rôle de l'animation est beaucoup, beaucoup de permettre cette collaboration-là, ce travail collectif-là. Alors, je pense que oui, effectivement, hein, c'est une très, très grande richesse qu'on a. Puis, c'est aussi une très belle façon de motiver les gens, de les rendre actifs puis partie prenante de la communauté comme telle. Merci. Le prochain axe sur lequel je voulais qu'on échange un petit peu, c'était, ben, on dit beaucoup que, puis on en a déjà parlé, hein, que les communautés, ça a un impact sur le développement professionnel, hein. On voit vraiment les communautés de plus en plus être une nouvelle modalité, j'ai envie de dire, pour se former, pour aller se développer au niveau professionnel. Alors, j'aimerais vous entendre un petit peu ça. Comment vos communautés, comment vous voyez le rôle de la communauté pour le développement comme ça professionnel? Je vais prendre la balle au bon. Je dirais dans les communautés, j'en ai animé plusieurs. Comme tu disais au début, j'en anime virtuel, mais aussi en présence. Donc, je dirais que dans mon expérience de conseiller pédagogique, c'est peut-être l'activité pédagogique que j'ai réalisée en accompagnement qui a le plus d'impact sur la transformation, le changement de posture des gens qui sont là, dépendamment de la communauté qu'on va animer. Mais chez les enseignants, entre autres, c'est la prise de confiance. Sabrine le disait, c'est un safe space ou un endroit bienveillant où on peut expérimenter des choses. Donc, si on le fait du côté des enseignants, ben, ils retournent en classe, ils se sentent beaucoup mieux accompagnés, ils ont pu essayer des choses, ils ont pu valider des choses, se lancer directement devant les étudiants. Puis quand on le fait à distance, ben, c'est la même chose, les communautés d'apprentissage en ligne. Des fois, on essaie des outils technologiques, on l'expérimente avec le groupe, on développe une confiance, puis on se sent plus outillé, justement, quand on va le présenter avec les étudiants. Fait que pour nous, c'est sûr que c'est important. Puis aussi, on parle un peu de la reconnaissance aussi, de faire partie de ça. Parce que c'est pas une formation créditée, c'est pas des cours, mais il ne faut pas négliger cet apport-là qui est important avec nos personnes apprenantes, les enseignants, conseillers pédagogiques, services informatiques qui développent aussi entre eux, établissements, beaucoup d'expertise. Donc, c'est une reconnaissance, en fait, qu'on veut valoriser de ces gens-là. Oui, je participe à ça, c'est important pour l'organisation que tu y participes, ça va apporter un plus à l'organisation aussi. Ça, il y a le volet aussi qu'on doit tenir compte de cette reconnaissance-là, que ce n'est pas fait nécessairement sur le bras à côté, mais qu'on y accorde que c'est un développement professionnel important là, qui est de plus en plus présent actuellement, qui n'était peut-être pas là, 7-8 ans, mais maintenant qui est présent. De notre côté, il n'y a pas de reconnaissance spécifique de la communauté, donc c'est vraiment sur base volontaire, c'est en soirée.
Peut-être que rien que déjà de présenter notre COP à la semaine de la FAT, c'est une forme de reconnaissance, hein. Donc ça, c'est déjà très chouette. On constate quand même que les personnes qui viennent chez nous ben, développent des compétences, et ça, Sabrine expliquera aussi par après, parce que on a ciblé tout un référentiel de compétences en lien avec ce qu'on va vivre dans la communauté. Mais ces personnes deviennent à leur tour des personnes ressources qui vont à leur tour former les personnes sur le terrain. Et ça, c'est aussi une forme de reconnaissance qu'on peut apporter aux personnes qui participent à notre communauté. Oui, alors, enfin, par rapport à ce développement professionnel, je pense que ce qui est important de mettre en évidence ici, c'est que chaque personne, chaque membre arrive avec son identité professionnelle dans la communauté de pratique. Et donc, en fait, ils vont échanger et il va y avoir ces mélanges d'identités, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, la communauté va évoluer en fonction de l'identité professionnelle des membres, mais en même temps, cette communauté, elle va modifier l'identité professionnelle des membres. Et donc, voilà, développement professionnel, il faudrait pouvoir le prouver, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ce qui peut se passer, c'est que au niveau de l'identité, s'il y a des modifications, ben, on espère que sur le terrain, il y a en tout cas des choses qui se passent. Et en termes de développement professionnel, ça peut être tout à fait intéressant. Et finalement, c'est tout ce petit monde qui se rencontre et qui échange ensemble. De mon côté, je n'irai pas dire que je vais le prouver à Sabrine, mais ce qu'on sait sur le développement professionnel, là, il y a un certain nombre de caractéristiques qui caractérisent du développement professionnel qui atteint ses objectifs. Puis on parle beaucoup de tu sais, un développement professionnel qui va intégrer l'apprentissage actif, qui va être étendu dans le temps, qui va être axé sur une thématique précise, qui va soutenir la collaboration. Il y en a d'autres. Puis j'ai l'impression que si c'est une liste à cocher, là, les communautés de pratique, ils permettent quand même d'en cocher plusieurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller, pas juste faire une formation qui va durer 3 heures avec laquelle on va repartir avec plein de bonnes intentions, puis que probablement que le quotidien nous rattrape un peu dans ce temps-là, où quand c'est pas réinvesti, c'est plus difficile. Donc, l'idée de se rencontrer plusieurs fois sur une base continue, ça permet aussi de réinvestir plus facilement. Puis, des fois, ça suscite la réflexion, qui est un axe du développement professionnel. Des fois, c'est plus dans l'action que ça va changer quelque chose. Puis des fois, ça va être vraiment, là, par exemple, dans des activités de co-développement où on va vraiment se pencher sur une problématique qui est vécue dans la pratique d'une personne. Puis c'est porteur autant pour la personne qui vient exposer sa problématique que pour toutes celles qui participent autour, qui repartent toujours avec un petit bout de comment ils pourraient eux-mêmes améliorer leur pratique. J'entends beaucoup hein, dans ce que vous parlez. Ah, Sabrine, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, ajoute. Oui, bah, c'était pour compléter un petit peu, hein. Vous savez que j'aime bien papoter avec vous, hein, donc si je peux rajouter quelque chose, c'était vraiment enfin, cette idée de développement et de création aussi qui me paraissait important. Donc, de dire que finalement, on a des personnes qui sont là, mais c'est pas seulement pour échanger, c'est pas seulement d'ordre social, parce je pense qu'il y a cette volonté de créer des choses ensemble et de créer du contenu quand on en parlait avec vos communautés de pratique. Le fait de, au départ, ne pas vouloir forcément développer des choses, mais être plutôt sur l'échange et qu'au final, d'eux-mêmes, en fait, les membres de la communauté vont produire du contenu à partager. Donc, voilà toute cette intention de développement qui est derrière ces échanges en communauté et pas seulement de participer à un bon moment entre collègues, ce qui est déjà bien, ceci dit, mais on voit que ça veut vraiment aller plus loin que ça. Il y a l'idée hein, de réinvestissement beaucoup. Hein. Quand on parle d'apprentissage, d'avoir un impact, d'un apprentissage réel, hein, on parle beaucoup avec nos étudiants, avec nos élèves, on parle beaucoup de cette notion-là que l'étudiant soit capable de réinvestir et qu'il ne soit pas juste passif dans son apprentissage, mais vraiment qu'il puisse se mettre en action, être capable de remâcher en bon québécois remancher les informations, en discuter, analyser, échanger autour de ça. Puis peut-être même aussi, hein, l'idée, beaucoup j'ai entendu, d'expérimenter des choses. Alors, tout ça fait en sorte que, oui, hein, au niveau développement professionnel, je pense qu'on a vraiment plusieurs aspects qui sont importants pour avoir un impact plus important là, au niveau du développement professionnel. Merci. Merci tout le monde. Le dernier axe, on voulait jaser un petit peu de, bon, on essaie, quand on est en communauté, d'être innovant.
On sait que les communautés aussi vont elles-mêmes nous permettre d'être un peu plus innovants aussi. Mais comment on fait pour être innovant, pour le demeurer toujours et encore? Je propose de me lancer. Euh, j'ai envie de dire peut-être deux choses par rapport à ça, sous forme de questions. D'abord, c'est pourquoi innover? En fait, on parle beaucoup d'innovation pour le moment et même pour certains d'injonction à l'innovation. Et j'ai envie de dire que si c'est innover juste pour dire d'innover, je suis un peu d'accord, c'est un peu une injonction d'innover. Par contre, s'il y a une intention d'innover pour avoir des effets bénéfices sur des apprentissages qui ont été visés au préalable, donc avec un vrai développement de compétences derrière, là, ça devient intéressant. Et donc, pour ça, il faut évidemment évaluer. Et donc, voilà, pour moi, innover et évaluer, c'est deux verbes qui doivent fondamentalement aller ensemble pour pouvoir évaluer le bénéfice de son innovation. Sinon, on va, comme je le dis, innover pour dire d'innover. Et là, je pense que c'est très chronophage d'innover. Et donc, si derrière, il n'y a pas de bénéfice, ça n'a peut-être pas tant d'intérêt que ça. Et peut-être comment innover, et là, je n'ai pas évidemment la réponse exhaustive, mais peut-être qu'une piste pour innover, c'est de faire en sorte que la communauté ne soit pas toujours centrée sur elle-même. C'est-à-dire que si on est tout le temps avec le même groupe de personnes, peut-être qu'à un moment, l'innovation, elle risque de s'essouffler. Par contre, en invitant des experts, et quand je dis expert, ça peut être au sens large, hein, ça peut être un expert de la discipline, mais ça peut être aussi un expert du terrain, ça peut être un enseignant qui pratique depuis de nombreuses années ou quelqu'un qui innove et essaye des choses. Donc, c'est ça qu'on entend par expert. Et avec Jonathan, quand on propose d'inviter des experts dans la communauté, c'est vraiment des experts avec plusieurs casquettes et on aime bien qu'il y ait ces différentes casquettes. C'est de se dire que la communauté ne reste pas centrée sur elle-même, qu'on peut un peu se déstabiliser, même des fois avec des discours avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc voilà, peut-être pour une piste d'innovation dans les communautés. Avec Sabrine, on occupe aussi un rôle un peu d'influenceur de la communauté. Au début, quand on a lancé la communauté, c'était juste nous deux et on occupait un peu tous les rôles. Donc, on faisait les 7 ou 8 rôles. Et là, maintenant, on a décidé de totalement lâcher prise et on occupe un peu le rôle de coach, donc celui qui est vraiment en retrait. Et ce qu'on fait, c'est de donner des impulsions à l'équipe organisatrice. Encore aujourd'hui, on les contacte, on envoie un petit lien, on leur dit, tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à cette personne? Est-ce que vous avez pensé à cet outil-là, etc. Et donc, on essaye de garder ce côté innovant en conseillant l'équipe, qui peut bien sûr refuser notre aide et peut-être nous trouver peut-être un gars dans ce qu'on propose, mais jusqu'à maintenant, généralement, les pistes sont suivies. Donc, on a vraiment ce rôle d'influenceur, en tout cas de communauté, et essayer de la guider vers les bons rails, en tout cas, enfin, ce qu'on estime être le bon chemin, en tout cas. Si je peux poursuivre avec l'idée d'être ouvert sur d'autres, de ne pas juste rester dans notre communauté. Ce que j'ai vu à Fadio aussi qui est intéressant, c'est qu'au-delà de faire rencontrer une personne qui intègre la communauté ou une experte ou des choses comme ça, c'est de vraiment mettre deux communautés ensemble qui vont se pencher sur une même question, mais de leur point de vue respectif. Donc, je l'ai vu entre autres là, avec la communauté des conseillers pédagogiques et la communauté des spécialistes en informatique qui s'intéressaient au même objet, mais vraiment avec des perspectives différentes. Donc, ça permet d'aborder une problématique selon différents regards. Puis ça permet aussi de faire des belles collaborations dans les communautés, mais aussi quand ils retournent dans leur milieu, ben, le spécialiste en informatique et le conseiller pédagogique, ils reviennent avec quelque chose qu'ils partagent maintenant. Donc, je pense que ça peut susciter des collaborations aussi. Puis, au-delà de ça, je pense qu'une des forces de Fadio, c'est dans l'interordre. Donc, on peut innover en regardant ce qui se passe dans d'autres milieux. L'idée d'innover, c'est pas juste d'inventer des nouvelles affaires puis de faire des nouvelles patentes, c'est aussi d'intégrer dans une nouvelle situation quelque chose qui existe ailleurs, fait que de pouvoir tirer profit de ce qui se fait dans d'autres ordres d'enseignement, pouvoir tabler sur le fait que les élèves qui arrivent au collégial, par exemple, ben, on a une bonne idée de ce qui s'est fait au secondaire parce qu'on travaille avec les gens qui les côtoient aussi. Donc, je pense que ça peut susciter l'innovation. Moi, je veux Ouais. faire du pouce sur ce que tu dis, Michel. Oh, excuse-moi, René, mais je vais faire du pouce sur ce que tu dis sur le interordre, hein, le côté. Moi, je l'ai tellement vu dans les communautés à Fadio, justement, cette façon d'innover-là, de dire, ben, c'est pas parce que j'ai une idée puis que je suis au secteur jeune que ça peut pas être inspirant pour
l'enseignant ou le conseiller pédagogique qui enseigne à l'université. Il y a des belles complémentarités qui se sont créées. J'ai vu beaucoup, entre autres, le côté ludique, hein, qui est peut-être plus présent quand on travaille avec des plus jeunes, mais qui est aussi super important avec des plus vieux pour la motivation. Alors oui, ça peut être aussi là, des choses qui sont le fun. On s'inspire les uns des autres parce qu'on a des forces, on s'est développé des forces et ces forces-là vont aider l'autre ordre. Alors oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Excuse, René, tu avais dit les Juste pour revenir un peu sur l'innovation, nous aussi, quand on anime ou tout ça, on peut innover. On essaie des techniques d'animation, on essaie des pratiques différentes. Puis, ça va inspirer les gens qui font partie de la communauté parce que nous, à Fadio, on a passé d'un animateur à l'autre parfois. Puis, comme, ah, il y a une bonne idée, moi, je vais le reprendre dans mon affaire. Ça fait que, il y a cet échange-là qui est fort intéressant aussi. Puis, innover, comme vous le dites, ça peut être réussir à intégrer des choses dans sa pratique aussi. Donc, si je vais à quelque part puis je le vois assez, je l'essaie pour l'intégrer dans ma pratique de tous les jours, c'est fort intéressant. Puis quand on parlait, ça va, tu sais, pas toujours être ensemble, mélanger les communautés. Nous aussi, on a invité des experts, puis vraiment, parce que des fois, les gens chasent, hey, on aimerait ça, parler de ça, de ça. Là, quand tu es animateur, tu dis, bon, ben, OK, je vais faire les contacts pour trouver quelqu'un d'expert qui va venir nous parler de la littératie numérique, exemple, ou quelque chose comme ça. Ça les amène un peu ailleurs. Puis quand on parle que, je vais peut-être dire, on a plusieurs chapeaux au début quand on anime parce qu'il faut prendre ça en charge, mais au fil du temps, la communauté a une maturité. Puis pas plus tard que ce matin, il y a une enseignante, on fait une communauté de pratique sur les communautés en fait, d'apprentissage sur les pratiques à impact élevé au collégial. Donc, j'ai une enseignante qui a écrit un article sur ce qu'elle a expérimenté, puis elle l'a envoyé en publication. Puis là, ce matin, elle m'envoyait. Fait que là, c'est le fun parce que je vois les membres de la communauté qui risquent des choses, qui essaient des choses, qui prennent confiance aussi. Je pense que si on l'avait fait de manière autrement qu'une communauté, je pense qu'elle ne serait pas rendue à le goût de faire de la recherche, à le goût d'essayer des choses. Fait que ça l'amène cette confiance-là. Donc, oui, on arrive à de l'innovation forcément hein, à travers ça. Je peux juste revenir sur une chose. Enfin, vous avez Certainement. compris, j'aime bien papoter. Mais par rapport à ce qui a été dit par Michel, par rapport aux métiers qui étaient différents dans ces communautés, en fait, quand on s'intéresse aux communautés de pratique de base, hein, la source des travaux de Wenger, c'était d'analyser finalement la transmission d'un métier plutôt d'un expert, de quelqu'un d'ancien dans la pratique vers un nouveau. Donc, il n'y avait pas cette idée, en fait, d'intermétier, d'interordre, etc. Mais finalement, le concept, il a évolué vers ça, et c'est ça qui est intéressant. Et alors, quand on est, par contre, avec des métiers différents, il est intéressant de définir de quoi on parle en début moi je dis en début de cycle parce que c'est un peu une déformation professionnelle avec notre communauté, mais en tout cas en début collaboration, de définir en fait de quoi on parle parce que on prenait cet exemple de socio-constructivisme, et si je demande à plusieurs personnes qui ont des métiers différents de définir le socio-constructivisme, on aura certainement des définitions différentes. Et donc le point de départ, peut-être le petit conseil, si dans la salle il y a des personnes qui travaillent sur les communautés de pratique avec des personnes qui ont des métiers différents, c'est de leur demander de définir, ça peut sembler simple, mais de définir de quoi ils parlent quand ils parlent de quelque chose pour qu'ensemble, on avance dans une même direction pour collaborer de manière efficace. Je voulais ajouter quelque chose qui n'avait rien à voir, moi, Sabrine. Donc, c'est une autre idée aussi. Quelque chose qui permet à notre communauté de rester innovante, c'est qu'elle est totalement ouverte dans sa structure aussi. On a un guide qui explique comment fonctionne notre COP, mais ce guide, il peut être modifié à tout moment. Et encore demain, on a une séance avec Sabrine où on a une partie de la communauté qui sera présente, qui va pouvoir remettre en question des processus et des étapes et des fonctionnements. Donc, cette ouverture fait peut-être aussi qu'il y a un cadre ouvert qui permet l'innovation et dans lequel chaque membre peut alimenter et transformer notre communauté. Oui, et peut-être juste dire qu'en fait, on a proposé ça parce qu'un membre nous a proposé une modification du système, et donc on a rebondi directement dessus en lui disant bah, c'est super, est-ce qu'on ne prendrait pas un temps pour en parler tous ensemble et de profiter de ça pour vraiment reparler de l'organisation de la communauté. Donc on était super contents que de manière un peu spontanée, il y a un membre qui vienne un petit peu reparler d'organisation, parce que là on n'est plus dans le fond, mais plutôt dans la forme de la communauté, et de laisser cet espace-là aussi pour les membres
parce qu'en fait, ils sont totalement partie intégrante de la communauté. Enfin, c'est eux la communauté, donc c'est à eux aussi de prendre ça en main. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi, Jonathan et Sabrine, que vous faites aussi dans votre communauté. Vous faites une petite compétition aussi qui force un peu l'innovation, qui motive. J'aimerais vous entendre parler de cette compétition un petit peu là, que vous avez mis, là, le côté un peu jeu dans ça là, que je trouve le fun. Alors, pour être clair, nous, on est contre la compétition, hein. C'est les participants qui ont mis de la compétition dans le fonctionnement de la communauté. Non, on rigole, mais au fait, il y a 3 cycles et il y a 3 équipes d'organisation et chacune a envie d'organiser le meilleur cycle possible. Et ils ont leur propre canaux de conversation et de discussion. Et nous, on est dans les 3. Donc, on voit quand même qu'il y a des petites piques et des petites attentions de se dire, allez, notre cycle sera le meilleur, notre cycle sera le plus ludique, etc., quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord, Sabrine. Oui, je suis pas dans toutes les conversations, mais Ah, j'en ai entendu parler, on va dire. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pas quelque chose qui était voulu, mais effectivement, ils font en sorte, allez, je vais dire, de proposer la meilleure ambiance possible et le meilleur fond, que ce soit quelque chose d'enrichissant. Je pense que c'est ça la volonté derrière, hein, c'est de proposer quelque chose de qualité, en fait. Et donc, il y a une petite compétition, effectivement, interdite, positive. rien de méchant, évidemment. Plus comme un défi qu'on se lance, je pense, qu'une compétition. Hein? On aime Ça. tout le défi, on aime ça un petit peu. Il y en avait d'autres qui avaient des choses qui souhaitaient rajouter en lien avec cette innovation. Moi, je vous ai entendu beaucoup parler de bousculer les choses. Moi, je pense que c'est le mot que je retiens. Hein? Ben oui, on a une communauté. Entre nous, on va se bousculer. Entre nous, on va se donner des nouvelles idées, s'ouvrir des nouveaux horizons. L'expert, avoir un expert qui vient présenter, qui vient donner un certain contenu que je trouve intéressant. Puis cet expert-là, il peut être externe à la communauté, mais il pourrait aussi être interne. Moi, je sais entre autres que présentement, j'ai une de mes communautés, là, elle ne le sait pas encore, là, mais j'ai une de mes membres de communauté qui a une expertise. Puis c'est un sujet qui va être discuté que la communauté, dont la communauté souhaite discuter. Bien, c'est sûr que je vais l'interpeller pour qu'elle nous fasse une présentation, mais aussi de demander à des gens de l'externe. Alors, oui, on a une communauté qui tourne ensemble, qui travaille ensemble, puis qui a des cycles, puis qui apprend à se connaître, où on a un climat intéressant, mais d'avoir des choses qui bousculent de temps en temps cette communauté-là pour l'amener dans l'innovation, je pense que c'est intéressant. On a parlé, René, tantôt de changer les animateurs. Alors, de dire que peut-être qu'on peut avoir des animateurs qui font l'animation un certain temps dans une communauté, mais qu'on ait une nouvelle animation va amener une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire. Changer de technique d'animation aussi va nous amener à réfléchir autrement, hein, de jouer dans nos techniques va faire en sorte que justement, on va peut-être générer plus d'idées, nos outils. J'aurais aimé vous entendre parler. Vous avez à un moment donné aussi, je pense en Belgique, innové du côté de la plateforme que vous avez utilisée. Hein? Oui, je note que tu me complètes, hein, en fait, pendant le Covid, donc on était sur Google Meet au début parce que en fait avec la communauté, on avait décidé de choisir la suite Google parce que c'est celle qui était la plus complète. Et en fait, pendant la crise de Covid, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve a reproduit le campus complètement sur Gatortown, en fait. Et donc, c'est une de nos collègues qui nous a parlé de ça. Et donc, on voyait les étudiants qui étaient, par exemple, à la bibliothèque ou en salle de classe, etc., même en dehors des temps de classe, on va dire. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de passer aussi sur cette plateforme-là. Et donc, en fait, on a totalement migré sur cette plateforme qui nous permet vraiment d'avoir de meilleures interactions, je trouve. Et là, peut-être que Jonathan pourra compléter, mais en fait, ça nous permet d'être en grand groupe à un moment, puis de se dispatcher en atelier, parce que tout le monde ne travaille pas sur la même chose. Pendant certaines réunions, des fois, on est à 40 personnes, et donc à 40 personnes, travailler et collaborer, c'est peut-être pas
plus efficace parce qu'on est beaucoup. Et donc, on part en sous-groupe pour travailler sur des sous-thématiques, donc, si on peut dire ça comme ça, et de revenir après en grand groupe. Et il y a vraiment cette interaction qui est possible entre les salles avec cette plateforme-là qui n'était pas forcément possible avec Google Meet. Non, et si je peux juste ajouter, c'est que je pense que cet outil rejoint notre philosophie où chaque membre a plus ou moins les mêmes droits et les mêmes fonctions, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans GatorTown. Et par exemple, on peut organiser un forum où à un moment donné, quand on a envie de passer à une autre idée, ben, on change d'espace, etc. Et je pense que l'outil répond à notre organisation, à notre philosophie et va permettre justement toutes ces interactions qu'on ne saurait pas faire avec un autre outil. D'ailleurs, ça nous fait un petit peu peur si on devait passer dans un autre outil et ça, ce sont peut-être des obstacles aussi qui peuvent créer des dangers de notre COP aussi. Qu'est-ce qui se passerait si jamais on n'avait plus GatorTown? Je ne sais pas. On s'est déjà posé cette question avec Sabrina. Donc, Ça peut être un élément aussi, on en parle quand on regarde ça, l'outil, hein. Des fois, il faut choisir l'outil dans lequel on travaille. Effectivement, dans la communauté d'apprentissage numérique durant le COVID aussi, les enseignants étaient vraiment à distance tout le temps. Donc, on a essayé beaucoup d'outils, entre autres GatorTown. On a essayé plein d'autres où on variait comme ça. C'est sûr que l'outil a un impact. Puis aussi, il y a toute la procédure de fonctionnement où on met les ordres du jour, où on garde des traces, ou comment on communique entre nos rencontres. Parce qu'on a une jour, on essaie d'étirer un peu le partage entre les rencontres. Donc, la communauté d'enseignants, on se voit aux 2 semaines, c'est 2 heures aux 2 semaines. Mais entre ça, il y a beaucoup de discussions dans Teams, dans les publications. Donc, les gens voient des articles. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis j'aime ça parce que ça crée tout le temps un mouvement à travers tout ça. Ce qui est fort intéressant, c'est un peu ça, c'est que la communauté finit par s'animer d'elle-même, mais c'est nous qui la mettons en place aussi, qui devons favoriser ça, parce qu'au départ, les gens sont toujours un peu timides là, quand on lance ça. Puis peut-être qu'on va en parler aussi, mais ce n'est pas un mode de fonctionnement qui plaît nécessairement à tout le monde non plus, la communauté d'apprentissage, parce que beaucoup, je viens assister présentement à quelque chose, mais dans une communauté d'apprentissage ou de pratique, la dynamique est très différente. Ça ne plaît pas à tous les apprenants non plus. Fait que ça peut être un objet aussi de réfléchir à ça puis de ne pas se sentir heurté quand les gens disent ben moi je quitte, ça ne me plaît pas vraiment ce mode de fonctionnement-là, mais quand les gens adhèrent à ça, bien évidemment, ils vont beaucoup plus loin. On parle de bousculer. Ben, je pense que des fois, les gens arrivent à la communauté, aux communautés. C'est pas encore si connu. J'ai l'impression que des fois, les gens arrivent dans une communauté et me disent, tu sais, je me suis inscrite à ta formation. Alors, tu sais, des fois encore, c'est pas tout à fait bien compris, bien saisi. Puis ça bouscule, un peu comme on demande à nos étudiants de plus en plus d'être actifs dans leur apprentissage. Ben, les communautés demandent à nos participants, à nos membres, d'être aussi actifs dans, dans leur apprentissage, dans leur formation, là, dans leur perfectionnement professionnel aussi. Là. Tout à fait. Julie, Oui. en lien avec ça, j'ai vu que dans le clavardage, il y avait une question de Marilyn, qui est ma collègue que j'aime beaucoup, sur l'idée justement de comment aider les gens à dépasser le stade de timidité puis d'avoir envie de se lancer. Puis j'oserais dire que dans les communautés que j'ai vues, moi, dès le départ, dès la première rencontre, mais répétée chaque semaine, pas chaque semaine nécessairement, mais chaque rencontre, les valeurs de la communauté sont toujours présentes, affichées, nommées, expliquées. Donc, c'est pas juste de dire, on vient ici pour collaborer, OK, on passe à autre chose. Mais il y a vraiment un temps qui est pris au début de l'année pour expliquer de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est un espace bienveillant. Bien, on ne va pas juger. Ben, on ne va pas juger. Oui. Mais on se fait un contrat, là. Ce qui se passe dans la communauté, ça reste dans la communauté. On veut que tout le monde puisse arriver l'esprit tranquille, pas avoir peur de ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. C'est sûr qu'il y en a qui vont se garder une certaine réserve, mais je dirais que généralement, ça ouvre la porte, ça enlève un petit pas sur les épaules. Puis on sait que tout le monde est là un peu dans le même, dans le même mood, là. Tout le monde a le même intérêt de se former finalement, sinon on ne vient pas parce que c'est quand même un investissement, là. Fait qu'à partir du moment où on décide qu'on vient, je pense qu'en plaçant toutes les valeurs, en les expliquant, je pense que ça peut faciliter le passage de la personne timide à la personne qui va oser parler. Puis, hey,
J'ai un autre élément. Ce que j'ai vu aussi, c'est que, tu sais, oui, de prendre la parole devant, je sais pas moi, 20 personnes, on est nouveau, on ne sait pas trop, les autres ont l'air d'avoir de l'expérience, c'est gênant, mais ça fait partie un peu je veux dire, du rôle de l'animateur de dire, ben là, on va aller travailler en petit groupe, puis de choisir un peu, tu sais, on peut y aller avec une certaine forme d'aléatoire, mais de décider peut-être que, ben, la nouvelle personne, je vais choisir avec qui je vais la mettre. Je sais que c'est des gens avec qui elle va se sentir en confiance, qu'elle va avoir envie de partager avec eux. Peut-être que la première fois, c'est pas la nouvelle personne qui va prendre la parole après, quand on va revenir en grand groupe, mais déjà d'avoir pu trouver sa place dans des modalités qui sont choisies par l'animation, entre autres, là, je pense que ça peut être une bonne piste. J'aurais envie de rebondir en disant aussi qu'il y a des outils qu'on peut utiliser pour favoriser une première participation, entre autres, tous les outils numériques qui peuvent être intéressants où, au lieu d'être obligé de prendre la parole devant le groupe, on peut donner notre avis, participer, si on pense à un Jamboard ou à un Padlet ou des choses comme ça, où les gens vont pouvoir aller écrire. Fait que ça donne une possibilité de participer, d'amener ses idées, mais de façon peut-être moins intimidante que de prendre la parole dans un grand groupe. Je vois qu'il y a plein de gens qui écrivent dans le clavardage aujourd'hui. Je pense que c'est une façon plus facile qui aide beaucoup justement des gens qui sont peut-être un peu plus timides à prendre, un peu à s'ouvrir puis à être capable de voir. Ils ont aussi des choses à dire. Et ça, moi, je pense que c'est une des choses que je trouve les plus belles des communautés. De voir des gens qui me disent hey, moi, Julie, là, je ne suis pas certaine que j'ai ma place dans cette communauté-là parce que je ne suis vraiment pas une experte là, de ce sujet-là. Je viens parce que je veux apprendre, parce que je veux découvrir, parce que je veux me développer, mais je ne suis vraiment pas une experte. On se sent un petit peu imposteur des fois. Puis là, de leur dire non, 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 attends, on a toutes des idées. Tout le monde en fait des choses et que ces gens-là, au fil des rencontres, se rendent compte de ce qu'ils ont comme bagage, que c'est riche et qui peuvent peut-être eux autres aussi enrichir les autres tout en s'enrichissant aussi. Alors ça aussi, c'est quelque chose, c'est très, très valorisant, je pense, pour les personnes là, de vivre cette dimension-là graduellement. Alors, je pense que ça ferait le tour. Écoutez, on a parlé de plein de belles choses dans ce panel. Ça passe trop vite, hein? C'est déjà l'heure de conclure tout ça. Peut-être vous dire, hein, ramener l'idée que une communauté, on l'a dit, c'est vivant. Une communauté, hein, il y a des cycles, on a parlé des cycles, qu'il faut être à l'affût des changements. Quand est-ce que c'est nécessaire de faire des changements? Que par moment, des fois, il faut peut-être se bousculer. Hein? Puis c'est ça qui va nous permettre, ces changements-là, ce vivant de la communauté, c'est ça qui va permettre d'être innovant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. Je ne sais pas, Sarah, si... ben, là, je n'ai pas eu le temps de tout lire parce que j'écoutais ce qui se passait. J'ai vu des commentaires passer. Là, les gens avaient quand même beaucoup de commentaires. Fait que je ne sais pas, Sarah, si tu as des questions ou des commentaires que tu aimerais nous ramener pour terminer ce beau panel. Oui, certainement. J'ai beaucoup de commentaires, en fait, là, qu'on a cumulés au long de la discussion. Je tiens à le nommer, c'est des participants qui souhaitent s'exprimer à main levée. Vous pouvez lever la main. On peut vous permettre de poser votre question de vive voix. Donc, je vous invite à le faire. Vous êtes les bienvenus. Sinon, on a Madame Nicole Perrault qui nous dit la plus-value à la participation de la COP est un facteur important de motivation. Trouver des solutions originales auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé si on avait travaillé seul, sauver du temps, sentiment d'appartenance, etc. On a également Cyril Rostom qui nous dit de notre côté, nous tentons depuis 2 ans de proposer une COP en FAD interprofessionnelle ou des sous-comités interprofessionnels impliqués dans le service de FAD de leur propre milieu qui se rencontrent pour aborder des problématiques communes. Le fait d'être interprofessionnel est un défi, mais permet de regarder une même problématique sous différents angles. Cela permet aussi aux différentes professions de se parler, ce qui n'est pas toujours le cas dans leur milieu. On voit que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ouais, on a souvent le premier réflexe hein, de dire bon, on va réunir des gens d'une même profession. Oui, c'est vrai que c'est le fun, mais oui, on peut aussi penser à la diversité dans une communauté. Totalement.
On a aussi Nicole Perrault qui nous dit il y a une forte corrélation entre le type d'animation d'une coupe et son succès. Une coupe ne peut vivre d'elle-même, elle doit être stimulée. Hein? Bousculer, stimuler. Wow, j'aime Tout à ça, fait, ces mots-là. c'est pour ça j'ai partagé un peu ce qu'on avait fait, ramasser les activités, parce que si vous partez une communauté, en fait, c'est un peu dur de partir ça à froid comme ça si vous n'avez pas participé. Mais j'ai collé, puis on le donnera après, mais j'ai rassemblé des petites activités d'animation, puis tout ça sur le site que j'ai publié, parce que ça aide à se partir comme. Tu sais, on parle entre autres des règles, des valeurs dans une communauté. Moi, je me suis rendu compte que c'est très important. Il y en a qui disent, ben, pas être en retard. Il y a je sais pas, j'ai mis, je pense, les 5 doigts de la main, mais qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce qui te fait peur? C'est une activité brise-glace qu'on fait et ça nous permet de rapidement connaître notre groupe et de savoir un peu qu'est-ce qui. Ça définit nos valeurs, en fait, en voyant ce que chacun des participants a le goût, comme, tu sais, puis en tout, on a appris, les gens n'aiment pas être en retard. Moi, j'aime ça quand on respecte les autres, qu'on respecte le temps. Fait que quand j'anime, quand Nicole dit ça, ben, c'est un peu ça, j'anime selon ce que les valeurs du groupe a développé. Ça fait qu'on commence à l'heure et on finit à l'heure. Ça fait une des valeurs qu'on a mis en place puis que les gens adhèrent à ça. Oui, mais d'ailleurs, on a un commentaire qui va un peu dans ce même sens-là. René, beaucoup de temps est passé au début pour faire prendre conscience des tenants et des aboutissants de la communauté à tous ceux qui désirent y participer. Je n'irai pas jusqu'à dire que cela fait en sorte que tous les participants abordent leur participation à la communauté avec la bonne posture, mais cela aide indéniablement. Effectivement, le départ peut être lent quand on prend notre rythme, mais effectivement, il faut le mettre en place. Ça, c'est obligatoire de le faire. Oui, totalement. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'était très intéressant. On l'a vu dans le clavardage. Oui, Julie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux, je veux juste ajouter, on publie, voyons, élaboré. On parlait des retombées hein, des communautés. À Fadio, nos communautés font des pratico-pratiques. Alors, souvent, les pratico-pratiques sont les réflexions des communautés, des contenus des communautés. Habituellement, nos pratico-pratiques sont réservés aux membres de Fadio. Mais là, on fait un petit aparté pour un petit spécial pour vous aujourd'hui. On va vous le remettre dans votre clavardage là, dans quelques minutes. Mais on a un pratico-pratique qui porte sur l'animation d'une communauté, justement, qui a été fait par les animateurs, justement, là, la gang d'animation de Fadio. Alors, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant et à l'intérieur duquel vous allez avoir plusieurs informations sur nos trucs, nos astuces, des outils d'animation et compagnie. Alors, ça devrait apparaître là, bientôt. Là, vous allez être capable de le voir dans le clavardage. Merci. J'ai publié en fichier Word les 5 doigts de la main, là, l'espèce de Aussi, règle qui vient de passer. Ouais. Ah, super. C'est toujours intéressant hein, d'avoir des outils avec lesquels on peut s'inspirer, se donner des trucs et astuces. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Une discussion très enrichissante. On l'a vu dans le clavardage, des beaux commentaires, des belles réflexions qui émanent de ça aussi. Puis je pense que ce qui a été nommé, c'est que le partage d'idées, justement, ça permet de faire de belles choses.